Bonjour à tous. Le son fonctionne, c'est parfait. Bonjour à tous et bienvenue dans cette masterclass spéciale avec Alban. Bonjour Alban. Bonjour Nicolas, bonjour à Le tous. directeur financier d'AXA, un des hommes qui façonne ce grand groupe français. Pour ceux qui ne me connaîtraient pas, je suis Nicolas Chéron, je suis stratégiste boursier indépendant. Je travaille avec AXA en partenariat pour cette interview. Le but étant de faire le trait d'union entre les investisseurs individuels français, et notamment ceux qui sont présents sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Ils sont de plus en plus nombreux, et un grand groupe français. Je remercie d'ailleurs tous ceux qui ont participé au sondage, aux questions qu'on leur a posées à travers ma newsletter et sur les réseaux sociaux. Vous avez été très nombreux à répondre, vous aviez énormément de questions, on a dû les trier aujourd'hui. D'ailleurs, je vais rentrer dans le vif du sujet. Nous aborderons des sujets variés et complexes qui touchent AXA, des taux d'intérêt aux enjeux d'assurabilité évidemment, en passant par les nouvelles tendances technologiques. On a une première partie, Alban, avec l'environnement, la durabilité, la résilience. Le sujet environnemental, en fait, était au cœur de très nombreuses questions de nos lecteurs, en raison des événements climatiques récents, évidemment. Dans ce contexte, on voit que le rôle de l'assureur évolue et devient de plus en plus central dans la société. On se pose naturellement plusieurs questions sur la durabilité et l'efficacité de ces actions dans un monde complexe en perpétuelle évolution. Donc, les premières questions posées par nos abonnés sur les réseaux sociaux, c'était, et vous allez nous l'expliquer Alban, quel est le rôle d'un assureur et qu'est-ce qu'un risque majeur? Donc, merci Nicolas et donc bonjour à tous. Alors, quel est le rôle d'un assureur? Un assureur protège les biens et les personnes contre les conséquences financières d'un événement imprévu. Donc, un accident, une maladie, une catastrophe. Et donc, comment ça marche concrètement? Donc, si on caricature et si on simplifie un peu, partons de l'idée d'un petit village où il y a 10 personnes. Chacun peut contribuer à une caisse pour protéger contre les aléas de la vie. Maintenant, si l'ensemble du village subit un problème global, une tempête, un problème de récolte, que sais-je, ça ne suffit pas. Donc l'assureur, en fait, son métier, c'est à la fois, quelque part, d'administrer cette caisse de petite mutualisation, mais surtout de mutualiser avec d'autres villages, d'autres facteurs. Pour faire simple, on n'a pas au même moment un typhon au Japon, un ouragan aux États-Unis et une tempête en Europe. Donc, nous organisons cette mutualisation de telle sorte que nous puissions assurer chacun de nos clients. Et puis, à certains moments, cette mutualisation ne suffit pas et l'assureur est là, avec ses fonds propres, pour faire face aux pertes extrêmes et donc, précisément, aux risques majeurs. Donc un risque majeur, qu'est-ce que c'est? C'est un événement qui se produit et qui est soit très intense, soit qui touche beaucoup de biens ou beaucoup de personnes, soit les deux à la fois. Donc typiquement une catastrophe naturelle, mais également la pandémie, comme le Covid, que nous avons eu il y a quelques années et qui a coûté à la mutualité d'AXA, donc à AXA, un certain montant en raison de l'assurance maladie ou aussi de la fermeture de certains restaurants. On a vu ça en France. Et AXA était là pour couvrir ces risques. Alors, comment AXA prévoit-elle de concilier du coup la rentabilité et l'assurabilité face à ce qu'on a pu constater ces 10 dernières années, 20 dernières années, la multiplication des catastrophes naturelles? Et de ce fait, y a-t-il peut-être des zones géographiques où AXA envisage de réduire son exposition en raison des risques climatiques? Donc, fondamentalement, nous pensons que le rôle d'un assureur, c'est de couvrir les risques. Et nous ne ferions pas notre métier si nous ne couvrions pas ces risques. Et c'est très important pour nous. Maintenant, ça ne peut se faire qu'avec un certain nombre de conditions. La première condition, c'est qu'on ait une diversification suffisante de nos risques. Encore une fois, si nous n'étions qu'un assureur présent à un seul endroit et qu'à cet endroit-là, une catastrophe naturelle frappait, nous serions en difficulté. Donc il y a premièrement une notion de diversification. Le deuxième point, c'est la bonne compréhension des risques.
Ce que l'on voit avec le réchauffement climatique ou le changement climatique, c'est que ce sont les périls dits secondaires qui se multiplient. Les périls primaires, ce sont les grandes tempêtes, les grands ouragans. Les périls secondaires, c'est la grêle, ce sont les tornades, ce sont les inondations ponctuelles, comme on l'a vu très malheureusement il y a quelques semaines à Valence en Espagne. Ce sont des événements très locaux pour lesquels il faut une excellente modélisation. Et modélisation, ça veut dire comprendre à la fois quelle est la nature potentielle de ces événements-là, mais aussi quelle est la qualité des constructions, en particulier quand on parle de catastrophes naturelles, auxquelles ces tempêtes vont s'affronter. Donc, connaître bien les bâtiments que l'on assure, c'est essentiel. Et on investit énormément en technologie pour reconnaître ces bâtiments-là et en modélisation. Ensuite, notre rôle d'assureur, c'est également de participer à l'adaptation et à la prévention. Prévention, on envoie des SMS à nos clients avant les catastrophes naturelles que l'on peut détecter. Et adaptation, je donnerai juste un exemple. Il y a eu, vous vous souvenez de Katrina en Floride, qui a touché la Nouvelle-Orléans. Et en touchant la Nouvelle-Orléans, les digues ont été rompues. Ça a coûté des dizaines de milliards à l'industrie. 10 ans après, un ouragan très similaire est passé sur la Nouvelle-Orléans, mais les coûts ont été bien moindres parce que précisément les digues avaient été bien construites. Donc l'adaptation, c'est-à-dire où construit-on et comment construit-on, compte énormément. Et le dernier point, c'est le partenariat entre l'État et les assureurs. Il y a certains moments où c'est le rôle de l'État de prendre en compte, en charge ces catastrophes. C'est ce qu'on a en France. Et en France, on a sans doute le meilleur système au monde de partage des risques entre les assureurs et la collectivité nationale. Magnifique. Donc merci pour ces réponses sur la question de la durabilité, du long terme. Effectivement, il y a un autre sujet qui intéresse nos lecteurs. C'est la croissance, évidemment, la technologie, les nouvelles technologies et puis la notion de compétitivité. Et donc, parmi les questions de nos lecteurs, nous avions celle-ci. Quelles régions et marchés représentent vos priorités pour la croissance? Puisqu'on a vu qu'il y avait une belle croissance chez AXA, comment maintenir cela dans le temps? Oui. Alors, l'assurance, c'est un métier mature, donc qui, en général, croîtra comme l'économie au global. Donc nous souhaitons croître un peu plus vite que ça et nous avons choisi, en plus de notre exposition géographique que vous connaissez, qui est en Europe occidentale, aux États-Unis et au Japon et à Hong Kong, nous avons choisi certaines géographies et certains métiers. Donc certaines géographies, nous sommes très présents dans un certain nombre de pays émergents à forte population, la Turquie, l'Égypte, le Mexique, la Thaïlande. Et par construction, ces pays-là ont une croissance supérieure à celle qu'on peut trouver dans nos pays européens. Ça, c'est un premier angle. Et le deuxième, c'est qu'il y a certains secteurs de l'assurance, certains produits qui vont croître davantage que les autres. Je pense à l'assurance santé, notamment l'assurance santé souscrite par les entreprises pour leurs collaborateurs. C'est quelque chose dont pour lequel on voit une forte croissance. On peut penser aussi à l'assurance cyber. C'est un besoin qui va croissant. C'est un risque qui est compliqué, parce que c'est un nouveau risque. Mais un certain nombre de gens dans l'assurance pensent que le marché de l'assurance cyber sera aussi gros que le marché de l'assurance d'immeubles et de dommages en général d'ici 20 à 30 ans. Donc, en se positionnant sur ces marchés ou sur ces secteurs qui croissent plus vite, nous dopons notre croissance. Magnifique. Alors ça, c'est une question qu'on a déjà dû vous poser quelques fois depuis ce matin et qu'on va devoir expliquer encore. Vous avez annoncé récemment la cession d'AXA IM à BNP. Pourquoi vendre sa division de gestion d'actifs et comment prévoyez-vous d'optimiser les placements sans cette structure? Alors c'est évidemment une question que j'ai assez régulièrement. Et c'est vrai que la cession d'AXA IM n'a pas été sans un petit goût qui nous est resté dans la bouche parce que c'est un beau succès, AXA IM. Ça a été créé à partir de rien par AXA il y a 30 ans et aujourd'hui ça gère 800 milliards d'euros. Donc c'est un beau succès. Néanmoins, on a fait un constat lucide,
qui était que la gestion d'actifs, c'est un métier où il faut beaucoup de taille, beaucoup d'échelle, ou alors être présent sur une niche très particulière. Alors, on était trop gros pour être sur une niche, et sur l'échelle, on s'est dit, ça vaut ce que ça vaut, mais qu'il faut au moins gérer 1000 milliards. Donc, nous avons décidé, plutôt que d'accroître notre présence dans ce secteur qui ne fait que 5% de nos résultats par rapport à l'assurance qui fait tout le reste, qu'il valait mieux vendre. Et on a vendu à un excellent partenaire qui est BNP Paribas, qui a déjà une forte présence en gestion d'actifs et qui complétera l'offre que l'on peut avoir. Merci beaucoup. Question numéro 5, toujours dans cette division, enfin cette réflexion sur la politique de la croissance externe. Quelle est votre politique de croissance externe, donc le M&A, les Merger and Acquisition? Et plus largement, quels investissements AXA prévoit-elle dans le domaine de l'IA, tout le monde en parle, l'intelligence artificielle et de la transformation digitale? Ce sont deux sujets assez différents, mais tous les deux sont extrêmement importants. Donc, côté acquisition, quand vous regardez ce qu'on a fait, ne serait-ce que dans les 2 dernières années, nous avons acheté des compagnies d'assurance en Irlande, en Espagne, en Turquie, et très récemment, on a annoncé une acquisition en Italie, et au global pour plus de 2 milliards. Donc, qu'est-ce qu'on cherche avec ces acquisitions? Nous cherchons davantage d'échelle, davantage de taille dans un marché donné, parce que nous pensons qu'il y a un certain nombre d'investissements, et c'est la deuxième partie de votre question, un certain nombre d'investissements à consentir dans notre industrie et qu'il faut avoir une certaine échelle pour maximiser le retour sur ces investissements-là. Donc c'est ce que nous voulons faire. Donc nous ne voulons pas planter de nouveaux drapeaux sur la carte, nous voulons nous renforcer dans nos pays actuels. Maintenant, les investissements en technologie. Sur notre plan actuel, donc qui court de 2024 à 2026, nous prévoyons d'investir 1,6 milliard en technologie, y compris sur les données, y compris sur l'intelligence artificielle et sur le Gen AI. À quoi sert AI et Gen AI, donc l'intelligence artificielle et l'intelligence artificielle générative? Fondamentalement à 2 choses, l'automatisation et l'augmentation. Donc l'automatisation, c'est l'automatisation de nos process. Et donc ça nous permet de gagner en efficacité. Et donc également pour nos clients d'avoir des réponses plus rapides. Ce qu'on a tous en tête, c'est que bientôt, pour ceux qui auront un accident automobile, ils prendront une photo, ils enverront cette photo à leur assureur et dans la demi-heure, ils auront un virement pour le remboursement de leur sinistre, et tout ça sans intervention humaine. Donc ça sera possible. Donc ça, c'est l'automatisation. L'autre chose, c'est l'augmentation. C'est-à-dire, un souscripteur, aujourd'hui, il passe beaucoup de temps à lire des rapports sur l'entreprise qu'il veut assurer. C'est long, mais c'est nécessaire. Demain, l'intelligence artificielle générative permet, enfin déjà aujourd'hui, permet de faire ça, d'avoir une synthèse de ces rapports, et ça permet aux souscripteurs d'être plus intelligents, plus efficaces, et de gagner des affaires vis-à-vis des concurrents qui n'utilisent pas la même technologie. Mieux expliquer, mieux transmettre, mieux faire comprendre la politique de demain de l'entreprise. D'ailleurs, la politique, mais de redistribution aux gens qui sont dans cette salle et dont certains sont certainement actionnaires et très heureux. Parlons donc à présent finance. Pouvez-vous commenter l'évolution de votre cours de bourse depuis 1 an ou ces dernières années, et surtout, quelles sont les actions mises en place par AXA pour le garder à un niveau aussi élevé? Alors, si je prends juste 2 chiffres, dans notre plan précédent qui courait de 21 à 24, la performance de l'action, y compris dividende, a été un tout petit peu moins de 100%. C'est-à-dire qu'on a doublé. C'est mieux que le CAC 40, c'est mieux que l'indice Stock Insurance, c'est mieux que beaucoup d'indices. Et quand on regarde sur 10 ans, on a fait 200%, et là encore, c'est mieux que les indices. Donc on a eu une belle performance de notre titre, y compris dividende. Donc, notre politique de redistribution, c'est de redonner à nos actionnaires 75% de nos résultats. Donc, il est important de garder 25%, parce que ces 25% permettent de financer la croissance dont on a parlé plus tôt. Donc, ces 25% sont calibrés au bon niveau et nous permettent d'avoir la croissance du chiffre d'affaires que l'on veut.
les 75%, on les rend à nos actionnaires, 60% sous forme de dividendes, 15% sous forme de rachat d'actions. Et les 60% de dividendes, d'une année sur l'autre, nous avons dit que nous allions avoir un plancher, c'est-à-dire que le dividende de l'année suivante serait au moins égal au dividende de l'année précédente, même si nos résultats étaient plus faibles. Donc ça, c'est très important, parce que fondamentalement, nous croyons dans notre modèle où nous avons suffisamment diversifié nos risques pour offrir peu de volatilité de notre résultat et, de ce fait-là, de notre dividende. Et nous offrons une croissance de notre dividende, normalement, dans notre plan de 6 à 8% par an. Vous avez, je pense, répondu à la question suivante qui était de comment rétribuez-vous vos actionnaires. Il y a aussi la notion, voilà, le dividende est très important, les actions gratuites, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour rétribuer des actionnaires? Nous, nos actionnaires, ce que nous souhaitons leur donner, c'est un dividende en croissance régulière et avec une volatilité faible. Une valeur de fonds de portefeuille qui n'est pas la façon dont généralement l'assurance est considérée. Mais encore une fois, c'est le modèle que nous recherchons. Et pour ça, nous avons significativement réduit nos risques, et en particulier nos risques financiers. Vous cherchez des investisseurs pour vous accompagner dans les 20-30 années à venir. Exactement. Est-ce que je peux voir? D'ailleurs, vous êtes vous-même actionnaire d'AXA. Ça fait combien de temps que vous êtes actionnaire d'AXA? Par quels moyens? Vous avez très certainement un PE en tant que salarié. Alors, un petit mot sur vous. Ça fait 24 ans que j'ai rejoint AXA. Et donc, ça fait 24 ans que je suis actionnaire d'AXA, soit via un PE, parce que nous avons une politique vis-à-vis de nos collaborateurs qui est de les mettre à bord. Et environ 4,3% de notre capital est détenu par nos collaborateurs. Il y a 40 000 collaborateurs dans le monde qui détiennent des titres AXA. Et puis, nous avons aussi des actions gratuites. Enfin, j'ai des actions gratuites, ce qui me permet aussi d'avoir un alignement d'intérêts avec nos actionnaires au sens large. Magnifique, magnifique, magnifique. Merci beaucoup Alban pour ces réponses très détaillées, cette transparence, même à titre personnel, par rapport à toutes les questions qu'on avait pu avoir préparées là-dessus. Merci à tous ceux, encore une fois, qui nous avaient posé des questions en vue de cette interview. Je rappelle que cette allocution qu'on a eue ici, pour ceux qui seraient arrivés un peu plus tardivement ou autres, sera enregistrée et publiée sur les réseaux sociaux. Je rappelle aussi, parce que je pense que certains auront pas mal de questions à vous poser, on va en prendre une ou deux certainement dans le public. Vous êtes présents une partie de l'après-midi avec nous sur le stand d'AXA qui est juste derrière, sur la gauche. Donc voilà, pour tous ceux qui souhaiteraient rencontrer Alban, me rencontrer, vous pouvez nous suivre par la suite sur le stand d'AXA. On va peut-être prendre une ou deux questions de l'Assemblée, si quelqu'un veut bien faire circuler. Bonsoir, Michel Noyon. J'ai juste deux questions d'actualité à vous poser. Nous sommes pratiquement à la fin de l'année. Vous avez donc une bonne connaissance du résultat final et vous pouvez nous dire aujourd'hui de combien sera le dividende. Je parle pas de la partie, comment dire, de la seconde partie. Je parle des 60%. Donc vous devez le savoir. Je pense que ce serait l'horreur si vous ne le saviez pas. Et la deuxième question, c'est la vente récente de votre directeur général est-elle un signe quelconque? Comment faut-il l'apprécier? Pardon, je n'ai pas compris votre deuxième question. La vente de? La vente d'actions de votre directeur général. Ah, pardon. Alors, sur le premier point, donc ça fait 24 ans que je suis dans le groupe, mais juste avant que j'arrive, en décembre 1999, il y a eu deux tempêtes, le 26 décembre et le 28 décembre, qui s'appelaient Lothar et Martin, et qui nous ont coûté quelques centaines de millions. Donc, tant que l'année n'est pas finie, les résultats ne sont pas faits. Néanmoins, comme je venais de le dire à Nicolas, nous proposons un plancher sur le dividende. Donc, logiquement, le dividende de l'an prochain sera au moins égal au dividende de cette année. Maintenant, quant à la vente d'actions de mon directeur général, je veux dire que j'imagine qu'il l'avait fait parce qu'il avait de besoins particuliers.
il ne s'en est pas ouvert à moi. Et donc, je ne sais pas pourquoi. Mais je peux vous dire que, comme moi, il a un certain nombre d'actions AXA. Et donc, on reste très investi dans la société. Oui, les ventes de dirigeants sont toujours très suivies. On oublie souvent que, bon, ce qui compte quand même, c'est le pourcentage global, la somme globale. Quand un dirigeant vend 2, 3, 5% des actions qu'il détient, il a beau lui aussi être un investisseur de très long terme, il peut avoir besoin de liquidité et avoir d'autres projets. Exactement. Bonjour. Alors, ma question est quels sont les principaux challenges, les principaux risques auxquels AXA devra faire face pour pouvoir en fait continuer son plan de marche comme vous l'avez si bien décrit? Alors, nous devons être très vigilants sur les risques d'assurance, mais je ne veux pas les minimiser, mais nous avons un portefeuille extrêmement diversifié. Donc, j'ai cité le risque cyber, le risque de catastrophe naturelle. Il faut qu'on les modélise et qu'on les maîtrise proprement. Maintenant, ce qui nous occupe au quotidien, c'est l'exécution de notre plan, c'est la modernisation, c'est l'investissement dans les technologies pour offrir un service de qualité et meilleur que celui de nos concurrents à nos clients, pour être au plus juste dans nos prix et être compétitif. Et ça, la technologie nous donne des leviers que nous n'avions pas avant. L'assurance, c'est deux choses. Ce sont des hommes et de la technologie et des données. Donc, les hommes, évidemment, nous investissons, les hommes et femmes, pardon, nous investissons beaucoup, notamment sur la formation, mais nous investissons aussi beaucoup, comme je l'ai dit, sur la technologie et les données. C'est ça qui est très important pour nous. Bonjour. AXA, comme tout assureur, a l'obligation de constituer des réserves. Je crois savoir que ça doit être de l'ordre de 450 milliards. Et parmi ces réserves, je crois savoir qu'il y a une bonne moitié qui sont constituées par des obligations d'État qui étaient initialement classées AAA, mais qui, avec la situation financière de ces États, descend au fil du temps et risquerait un jour d'être classé en junk bond. Et donc, que deviendraient, on va dire, les 250 milliards de réserves qui seraient classées en junk bond dans la comptabilité de la société? Un commissaire aux comptes vous répondrait qu'il passerait une provision par le principe de prudence. Est-ce qu'il en serait de même? Et qu'est-ce que vous avez déjà organisé pour évidemment éviter ce genre de choses? Parce que d'un côté, vous avez l'obligation des États de continuer à financer et de l'autre côté, vous avez aussi la volonté d'assurer à l'actionnaire une position pérenne. Alors, nous avons 160 milliards d'obligations gouvernementales et 100 milliards d'obligations sur des entreprises. Avant toute chose, nous cherchons la sécurité pour nos assurés. Et c'est ça qui va présider d'abord au choix de nos investissements. Et c'est pour ça que nous regardons en priorité les obligations. Donc, à partir de ce moment-là, on a accès à ce qui nous est offert. C'est-à-dire que si tous les pays sont triple B, on va devoir investir dans du triple B. Ou pire, on est loin quand même d'avoir des obligations gouvernementales qui sont des junk bonds. Je rappelle que la plupart des pays européens ou américains, enfin États-Unis, sont plutôt dans le AA quand même. Donc on est loin d'une dégradation telle. Et donc c'est pour ça que nous avons donc 160 milliards sur les obligations gouvernementales pour la sécurité qu'elles donnent. Maintenant, ce qu'on cherche aussi, c'est la diversification. Tout à l'heure, on parlait de diversification de risques d'assurance. Il y a aussi la diversification des risques d'actifs. Et donc, notre plus grosse ligne sur un gouvernement, sur un État, est de 30 milliards. C'est 7% de nos actifs. Voilà. Et puis il y a une certaine notion dans la dégradation des notes des obligations, c'est aussi l'aspect temporel. On a énormément de temps avant qu'une obligation passe de AAA à AA et qu'on passe sur des B, etc., etc. Je vois qu'on a dépassé un petit peu le tempo. On va devoir peut-être s'esquisser et laisser les prochains passer. Merci à tous. Merci beaucoup d'être venus nous écouter.